Je suis Susanna, 32 ans, le pilier financier de ma famille depuis que j'ai décroché mon premier emploi de consultante. Pendant des années, j'ai discrètement payé leurs factures, financé leurs rêves et ignoré la nature unilatérale de notre relation. Puis est arrivé ce texto, un mardi matin. Les mots étaient froids et tranchants, nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus du tout. Mes doigts tremblaient en le lisant, ma gorge se serrait à chaque mot. Avant que je vous raconte comment toute ma famille s'est retournée contre moi, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille toxique. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne de Chicago, dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui était constamment au bord de l'effondrement financier. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un talent pour les chiffres, organisant mon argent de poche en catégories bien nettes, tandis que les autres enfants le dépensaient en bonbons et en jouets. Cette compétence n'était pas juste une bizarrerie. C'était une question de survie. À 12 ans, je comprenais mieux notre budget familial que mes parents. Mon père, Paul, enchaînait les entreprises comme les Saisons, une entreprise de paysagisme qui fermait en hiver, un magasin de fournitures pour restaurants qui ne pouvait pas rivaliser avec les grandes chaînes, une société de conseil sans clients. Chaque échec vidait nos économies, mais jamais son optimisme pour la prochaine grande idée. Celle-ci sera différente, Suzy Q, disait-il en m'ébouriffant les cheveux pendant que je m'inquiétais de la pile de factures sur le comptoir de la cuisine. Ma mère, Donna, compensait notre instabilité financière en prétendant qu'elle n'existait pas. Elle achetait tout de marque, organisait des dîners que nous ne pouvions pas nous permettre et maintenait des adhésions à des clubs où elle côtoyait des femmes dont les maris gagnaient vraiment l'argent que le mien prétendait avoir. Les apparences comptent, disait-elle en glissant une autre facture de carte de crédit dans le tiroir où elle pensait que personne ne la trouverait. Pendant ce temps, mes 3 frères et sœurs plus jeunes vivaient dans la bulle que nos parents avaient créée. James, de 2 ans mon cadet, a grandi en croyant que l'argent apparaissait comme par magie. Il faisait du sport, avait les dernières consoles de jeux et n'a jamais eu de travail d'été. Amanda, de 4 ans ma cadette, a hérité du goût du luxe de notre mère sans la honte de la dette. Elle exigeait des cours de danse, des vêtements de marque et des camps coûteux, piquant des crises de colère quand on lui disait non. Tyler, le Benjamin, de 6 ans plus jeune, a grandi comme le plus gâté. Son addiction aux jeux vidéo a commencé tôt, nos parents lui achetant n'importe quelle console ou jeu qui le garderait silencieux pendant qu'ils géraient leurs finances en déroute. J'ai suivi un chemin différent. À 16 ans, je travaillais après l'école à l'épicerie locale. Pendant mes études à l'université de l'Illinois, je jonglais avec 3 emplois à temps partiel tout en maintenant une moyenne générale de 3,9 en finance. Pas de voyage de relâche, pas de sororité, pas d'expérience universitaire typique, juste du travail, des études et des appels occasionnels de la maison quand les factures arrivaient à échéance. Mon premier emploi après l'obtention de mon diplôme chez Anderson Financial Consulting a tout changé. Un salaire de départ de 70 000 $, c'était comme gagner à la loterie. En 1 mois, j'ai remboursé mes prêts étudiants. En 2 mois, j'ai commencé à aider à la maison. D'abord, il s'agissait juste de rattraper le prêt immobilier quand mes parents avaient 3 mois de retard. Puis, de payer l'assurance auto de James après son accident. Puis, de financer les frais de démarrage de la carrière d'influenceuse d'Amanda. Puis, de couvrir les frais de scolarité de Tyler au collège communautaire, qu'il a rapidement gaspillé en abandonnant ses études. Le schéma est devenu clair, mais je l'ai ignoré. Les appels téléphoniques de la famille commençaient toujours par des banalités, mais menaient inévitablement à l'argent. Les tactiques de ma mère étaient les plus sophistiquées, préparant ses demandes financières avec de subtils chantages affectifs. La tension artérielle de ton père est montée en flèche avec toutes ces factures, disait-elle. Ou, nous sommes si fiers de toi, que tu gagnes tout cet argent dans la grande ville. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Mon père avait une approche différente. Sa fierté rendait les demandes directes impossibles. Au lieu de cela, il mentionnait des problèmes que seul l'argent pouvait résoudre. Le système de chauffage fait encore ce bruit. Ce n'est probablement rien, mais le réparateur veut 2 000 $ juste pour y jeter un œil. C'est un monde de fous dans lequel nous vivons. James n'a jamais développé une telle subtilité. Ses appels étaient transactionnels et toujours urgents. Serette, je suis dans le pétrin. J'ai besoin de 1 500 $ d'ici vendredi, sinon ils vont saisir la voiture. Tu sais que je te rembourserai dès que cet entretien d'embauche aboutira. Les demandes d'Amanda étaient enveloppées de promesses de gloire future. Juste 3 000 $ pour ce cours de marketing d'influence,
et ensuite les sponsorings vont pleuvoir. Je te rembourserai le double. Tyler appelait rarement, préférant que nos parents fassent ses demandes. Quand il me contactait, c'était généralement tard le soir, après avoir joué pendant des heures. Mon loyer est dû demain. Le propriétaire fait des histoires. Tu peux me virer $2000? Je trouverai un travail le mois prochain. Promis? La seule voix de la raison dans notre famille était l'oncle Rick, le frère aîné de mon père. Il voyait clair dans la mascarade et m'a prise à part à Thanksgiving il y a 3 ans. Ils se servent de toi, Susanna, dit-il, la voix basse, alors que nous étions dans le garage, loin des festivités. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais je les ai quand même défendus. C'est ma famille. Ils feraient la même chose pour moi. Les sourcils de l'oncle Rick se sont haussés. Vraiment? Quand est-ce que l'un d'entre eux t'a demandé des nouvelles de ta vie sans vouloir quelque chose? Je n'ai pas pu répondre, et ce silence en disait long. Mais j'ai quand même continué, virant de l'argent, payant des factures, finançant des rêves, tout en laissant les miens en attente. Mon appartement restait petit et fonctionnel, pendant que je payais les réparations du toit de mes parents. Ma voiture était pratique et vieillissante, pendant que je payais les mensualités de la voiture de luxe de James. Mes vacances se résumaient à des week-ends dans les États voisins, pendant que je finançais les voyages dignes d'Instagram d'Amanda à Bali et en Grèce. Quelque part au fond de moi, je savais que l'oncle Rick avait raison. Mais l'admettre signifiait affronter une vérité douloureuse. Peut-être que l'amour de ma famille était conditionnel, basé sur ce que je pouvais fournir plutôt que sur qui j'étais. Alors j'ai continué à donner, en espérant que, le jour où j'aurais vraiment besoin d'eux, ils seraient là pour moi aussi. L'année dernière, les demandes financières de ma famille ont commencé à s'intensifier. Ce qui avait été des demandes occasionnelles est devenu des urgences quasi hebdomadaires, chacune semblant plus pressante que la précédente. En février, James m'a appelé au travail, la voix tendue par la panique. Ils emmènent ma voiture, Susanna. Tout de suite, il y a un type avec une dépanneuse devant mon appartement. Je pouvais entendre le grondement d'un moteur diesel en arrière-plan, validant son histoire. James, nous en avons parlé. Tu avais promis de faire les paiements après que j'ai couvert les 3 derniers mois. Je sais, dit-il rapidement. Mais ce travail n'a pas marché, et puis j'ai eu des dépenses imprévues. Ces dépenses imprévues, j'ai découvert plus tard sur les réseaux sociaux qu'elles comprenaient un week-end à Las Vegas avec ses amis. Néanmoins, j'ai viré $4000 sur son compte alors que j'étais encore au téléphone. La dépanneuse est partie. 2 jours plus tard, James a posté des photos de lui avec une nouvelle console de jeu. Mars a apporté la dernière entreprise d'Amanda. Après que sa tentative de devenir une influenceuse de voyage ait échoué malgré les voyages coûteux que j'avais financés, elle a décidé que sa véritable vocation était les produits de beauté. Il ne faut que $10 000 pour devenir distributrice, a-t-elle expliqué au déjeuner, en faisant glisser une brochure brillante sur la table. Les produits se vendent tout seuls, et la structure des commissions est incroyable. Je pourrais gagner un salaire à 6 chiffres en 6 mois. J'ai immédiatement reconnu le système pyramidal, mais Amanda n'a rien voulu entendre. Tu ne crois tout simplement pas en moi, a-t-elle accusé, les larmes montant à ses yeux expertement maquillés. Tout le monde dans cette famille soutient mes rêves, sauf toi. L'ironie était douloureuse. J'étais la seule à financer réellement ses rêves, tandis que le reste de la famille n'offrait que des encouragements verbaux. Pourtant, j'ai fait un compromis et lui ai donné $5000, la moitié de ce qu'elle avait demandé. Elle l'a pris sans me remercier et ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Avril a été l'urgence de l'équipement de jeu de Tyler. Son ordinateur ne pouvait pas gérer les dernières sorties et il avait besoin de $3000 pour des mises à jour. Quand j'ai suggéré qu'il trouve un travail pour payer son passe-temps, ma mère a appelé pour intervenir. Il traverse une période difficile en ce moment, a-t-elle expliqué, comme si sa période difficile de 5 ans était une phase temporaire. Ce truc de jeu pourrait devenir une carrière. Les gens gagnent de l'argent en streaming de nos jours. J'ai souligné que les streamers à succès travaillaient incroyablement dur, un concept auquel Tyler semblait allergique. Cette observation a été accueillie par un silence glacial, suivi d'un appel de mon père exprimant sa déception face à mon manque de soutien pour la passion de mon frère. Mais à apporter les réparations de la maison, commençant par ce qui semblait raisonnable, $6000 pour un toit qui fuyait. Mais d'une manière ou d'une autre, une fois les entrepreneurs impliqués, des problèmes supplémentaires n'ont cessé d'être découverts. Les $6000 sont devenus 10, puis 15, puis 20.
Chaque fois, je recevais des appels d'excuses pour des problèmes inattendus nécessitant une attention immédiate. Lors d'une visite à la maison en juin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alors que les réparations extérieures semblaient minimes pour le coup, ma mère avait un nouvel ensemble de salons et mon père arborait une montre coûteuse. Quand j'ai prudemment posé des questions sur ces achats, ma mère est devenue défensive. Nous ne sommes pas des enfants, Susanna. Nous n'avons pas à te justifier chaque centime. Les entrepreneurs ont trouvé de la pourriture de bois qui a affecté l'intérieur, nous avons donc dû remplacer quelques meubles. L'explication n'avait aucun sens, mais la contester davantage n'aurait fait que créer des tensions. Au lieu de cela, j'ai essayé une approche différente lors du dîner de famille ce dimanche-là. J'ai proposé d'aider tout le monde à créer des plans financiers, à établir des budgets, à travailler vers l'indépendance. Je suis heureuse d'aider, ai-je dit prudemment. Mais je pense que nous avons besoin d'une solution à long terme. J'ai trouvé d'excellents outils de planification financière que nous pourrions tous utiliser. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Ma mère a poussé la nourriture dans son assiette. Mon père s'est raclé la gorge à plusieurs reprises. Mes frères et sœurs sont soudainement devenus fascinés par leur téléphone. « Es-tu en train de dire que tu ne nous aideras plus ?» a finalement demandé ma mère, sa voix petite et blessée. « Pas du tout », ai-je rapidement rétropédalé. Je pensais juste que ce serait bien pour tout le monde d'avoir plus de contrôle sur ses finances. Nous nous en sortons très bien, a dit fermement mon père, mettant fin à la discussion. Plus tard, en aidant à débarrasser, j'ai surpris une conversation entre Amanda et ma mère dans le garde-manger. Elle devient si contrôlante, a chuchoté Amanda. C'est comme si, parce qu'elle a de l'argent, elle pense pouvoir nous dire à tous quoi faire. Elle a toujours été comme ça, a répondu ma mère. Mademoiselle parfaite avec ses budgets et ses comptes d'épargne. Elle ne comprend pas que tout le monde ne pense pas à l'argent tout le temps comme elle. Je suis resté figé, un torchon à la main, leurs mots me blessant plus profondément qu'ils ne pouvaient l'imaginer. C'est donc comme ça qu'ils me voyaient ? Pas généreuse ou solidaire, mais contrôlante. Pas responsable, mais obsédée par l'argent. Malgré cette révélation, j'ai continué à aider pendant l'été et l'automne. Mais mes questions sont devenues plus pointues, mes virements plus retardés, alors que je luttais avec ce qui devenait évident, je permettais des schémas destructeurs, je n'aidais pas ma famille à s'épanouir. Le véritable point de rupture est survenu en décembre. J'ai reçu un appel d'une agence de recouvrement concernant un prêt en défaut, un prêt que je n'avais jamais contracté. Après plusieurs conversations confuses, j'ai découvert la vérité. Mes parents avaient demandé un prêt de $30 000 6 mois plus tôt, en utilisant mes informations comme garante, sans ma connaissance ni mon consentement. Ils n'avaient fait aucun paiement. Confrontés, ils ont agi comme s'il s'agissait d'un simple malentendu. Nous pensions que tu savais, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Nous avions mentionné avoir besoin d'un prêt pour les réparations de la maison, et tu avais dit que tu aiderais. C'était juste plus simple que de transférer de l'argent dans un sens et dans l'autre. Vous avez falsifié ma signature, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est une fraude. Ne sois pas si dramatique, a interjeté ma mère. Nous sommes une famille. Ce n'est pas comme si nous étions des étrangers utilisant tes informations. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, une vie de schéma soudainement limpide. L'appel de l'agence de recouvrement n'était pas une erreur ou un manquement ponctuel au jugement. C'était l'escalade inévitable d'années d'exploitation financière déguisée en besoin familial. Le texto est arrivé à 9h17 un mardi matin. J'étais dans mon bureau, préparant une réunion avec un client, quand mon téléphone a vibré avec une notification de notre discussion de groupe familial, un espace généralement utilisé pour partager des plans de vacances ou des mèmes occasionnels. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus du tout. Le message venait du numéro de ma mère, mais était clairement destiné à représenter toute la famille. Il n'y avait pas d'émoji pour l'adoucir, pas d'explication pour le contextualiser, juste 13 mots qui m'excommuniaient de ma propre famille. J'ai fixé mon téléphone, certaine d'avoir mal lu. Mes mains se sont mises à trembler en le relisant une deuxième, puis une troisième fois. Chaque mot semblait grossir à l'écran, consumant ma vision jusqu'à ce que rien d'autre n'existe. Susanna, ça va ? Mon assistante, Marissa, se tenait à l'entrée de mon bureau, l'inquiétude gravée sur son visage. On dirait que tu as vu un fantôme. Ça va, ai-je réussi à dire. Bien que ma voix semblât distante et creuse, même à mes propres oreilles. J'ai juste besoin d'une minute.
Quand elle est partie, j'ai immédiatement appelé ma mère. L'appel est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé, avec le même résultat. Ensuite, j'ai appelé mon père. Messagerie vocale. James. Messagerie vocale. Amanda. Messagerie vocale. Tyler n'avait même pas de messagerie vocale configurée. C'était comme s'ils avaient coordonné une coupure de communication complète. Mon cœur s'est emballé, mes paumes sont devenues moites, et la pièce semblait tourner légèrement. Était-ce à propos de la confrontation au sujet du prêt? Était-il arrivé quelque chose dont je n'étais pas au courant? Quelqu'un était-il blessé ou en difficulté? L'incertitude était insupportable. Finalement, j'ai appelé l'oncle Rick. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Susanna, dit-il, sa voix douce mais troublée. J'allais justement t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un texto me disant de ne contacter personne dans la famille et maintenant personne ne répond au téléphone. » Un lourd soupir est venu de l'autre bout du fil. Je suis chez tes parents en ce moment. Il y a eu une réunion de famille hier soir à laquelle ni toi ni moi n'avons été invités. Une réunion de famille à propos de quoi? À propos de toi, principalement. La voix de l'oncle Rick était désolée. Après que tu les aies confrontés à propos du prêt, ils prétendent que tu es devenue trop contrôlante avec l'argent, que tu utilises ton soutien financier pour manipuler tout le monde. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. C'est insensé. Ils ont commis une fraude en utilisant mes informations et c'est moi qui les manipule. Je sais, a apaisé l'oncle Rick. C'est complètement à l'envers, mais ils se sont convaincus que tu as changé, que le succès t'a rendu méprisante à leur égard. Ta mère était particulièrement contrariée que tu aies proposé des conseils financiers au dîner le mois dernier. Elle l'a pris comme une insulte à son rôle de parent. Mais le prêt? Ils minimisent complètement cela, le qualifiant de malentendu que tu fais démesurément pour les punir. Je me suis affalé sur ma chaise, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. Donc ce texto, cette coupure complète, c'est leur réponse au fait que j'ai remis en question un prêt frauduleux après des années à leur donner de l'argent? C'est pire que ça, a admis l'oncle Rick à contre-cœur. Il prévoit de maintenir cet arrangement jusqu'à ce que, et je cite, elle réalise ce qu'elle a perdu et s'excuse. S'excuse. Le mot est sorti comme un murmure. Ils s'attendent à ce que tu reviennes en rampant une fois que tu auras réalisé que la famille est plus importante que l'argent. Ils semblent croire que tu as plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de toi. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs ont afflué, des anniversaires où mes cadeaux étaient de l'argent liquide, mais où je ne recevais rien en retour, des vacances où je voyageais jusqu'à eux, mais où ils ne me rendaient jamais visite, des réussites qu'ils ne reconnaissaient que brièvement avant de ramener les conversations à leurs besoins. Se rendent-ils compte que je leur ai donné plus de 175 000 $ au cours des 5 dernières années, ai-je demandé, le chiffre s'étant récemment cristallisé lors d'un examen déprimant de mes finances. Le sifflement de l'oncle Rick fut bas et long. Je savais que c'était beaucoup, mais pas à ce point. Et non, je ne pense pas qu'ils le conçoivent de cette façon. Dans leur esprit, c'est juste ce que la famille fait les uns pour les autres. Bien que le soutien ne semble couler que dans une seule direction. Après avoir raccroché avec l'oncle Rick, j'ai annulé mes réunions de la journée, prétextant une maladie. Ce n'était pas loin de la vérité. Je me sentais physiquement malade, mon estomac baratté par un mélange toxique de blessures, de colère et d'incrédulité profonde. De retour dans mon appartement ce soir-là, je me suis retrouvé à faire défiler de vieilles photos de famille, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Nous y étions, à la remise de diplôme de James, mon sourire fier alors que je me tenais à côté de lui, sachant que j'avais payé les frais de scolarité qui avaient rendu ce moment possible. Le 21e anniversaire d'Amanda, où non seulement j'avais financé la fête somptueuse, mais j'avais aussi pris l'avion pour célébrer malgré une présentation importante le lendemain. Le 30e anniversaire de mariage de mes parents, où je les avais surpris avec un week-end d'escapade qu'ils avaient mentionné vouloir. Sur chaque photo, je cherchais dans leur visage une affection sincère, une quelconque indication que j'étais apprécié au-delà de ce que mon compte en banque pouvait fournir. Les preuves étaient minces, au mieux. Vers minuit, après des heures de cette archéologie douloureuse à travers l'histoire familiale, je me suis retrouvé à sangloter sur le sol de ma cuisine, un verre de vin vide à côté de moi. La douleur était physique, un poids écrasant sur ma poitrine qui rendait la respiration difficile. La trahison ultime n'était pas le prêt, ni même le texto, mais la prise de conscience que peut-être je n'avais jamais été aimé pour moi-même, seulement pour ce que je pouvais fournir.
Je me suis endormi là, sur le carrelage froid, émotionnellement épuisé, mon téléphone serré dans ma main au cas où quelqu'un de ma famille appellerait pour dire que tout cela n'avait été qu'une terrible erreur. Personne n'a appelé. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail, le visage bouffi et désorienté. J'avais changé de vêtements et me suis maquillé, mais aucun cosmétique ne pouvait cacher la dévastation inscrite sur mes traits. J'ai survécu à un appel client avant de m'effondrer dans les toilettes des femmes. Lisa, une collègue que je connaissais de loin, m'y a trouvé, essayant d'étouffer mes sanglots dans une serviette en papier. Susanna, a-t-elle demandé, s'approchant doucement, comme on le ferait d'un animal blessé, puis-je t'aider? Quelque chose dans sa gentillesse, offerte sans attente de retour, a fait céder la digue complètement. Entre des sanglots saccadés, je lui ai tout raconté, les années de soutien financier, les demandes croissantes, le prêt frauduleux, et finalement le texto me coupant les ponts pour avoir eu l'audace de remettre tout cela en question. Lisa a écouté sans interruption, son expression passant de la sympathie à l'indignation en mon nom. Quand j'ai eu fini, elle a pris mes mains dans les siennes. Susanna, j'ai besoin que tu entendes quelque chose qui pourrait être difficile à accepter. Ce que tu décris n'est pas un soutien familial normal. C'est de l'abus financier. Le terme m'a frappé comme de l'eau froide. Abus semble extrême. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils profitent de ta générosité, manipulent tes émotions pour obtenir de l'argent, te coupent les ponts quand tu fixes une limite raisonnable. Lisa a secoué la tête fermement. Si c'était un partenaire amoureux qui te traitait de cette façon, hésiterais-tu à appeler cela de l'abus? Elle avait raison, mais l'accepter signifiait recadrer toute ma narration familiale. Quelque chose de trop douloureux à traiter dans les toilettes d'une entreprise. Lisa a semblé le sentir et a changé d'approche. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire avec son ex. Elle a trouvé cette thérapeute spécialisée dans l'abus financier. Laisse-moi te donner son numéro, juste pour une consultation, si rien d'autre. Cet après-midi-là, j'ai appelé le cabinet du docteur Taylor et j'ai été surprise d'obtenir un rendez-vous pour le lendemain. Une annulation tombée à pic. En entrant dans son bureau chaleureux et minimaliste, je me suis senti à la fois terrifié et soulagé de pouvoir enfin dire ces vérités à haute voix à une professionnelle. Le docteur Taylor a écouté attentivement tandis que je racontais la même histoire que j'avais racontée à Lisa, posant occasionnellement des questions de clarification, mais me laissant surtout démêler l'histoire enchevêtrée de la dépendance financière de ma famille. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas immédiatement offert de réconfort ou de validation comme Lisa l'avait fait. Au lieu de cela, elle a posé une question qui a tout changé. Avez-vous des documents sur le montant que vous avez fourni à votre famille au fil des ans? J'ai hoché la tête. Je tiens des registres financiers détaillés. Cela fait partie de mon travail. Seriez-vous prête à calculer le montant exact comme devoir avant notre prochaine session? Chaque prêt, chaque paiement de facture, chaque cadeau ayant une valeur monétaire. La tâche semblait étrange, mais j'ai accepté. Ce soir-là, j'ai sorti des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et mes feuilles de calcul personnel de suivi financier. J'ai créé un nouveau document intitulé « Soutien financier familial » et j'ai commencé à cataloguer chaque transaction. Les petits montants comme les notes de restaurant et les cadeaux d'anniversaire, je les ai regroupés en estimation, mais chaque virement, paiement de facture et prêt important a été enregistré méticuleusement avec les dates et les montants. Des heures plus tard, j'ai regardé le chiffre final avec incrédulité. Depuis l'obtention de mon diplôme il y a 8 ans, j'avais donné à ma famille 178 642 $. Presque tout étiqueté comme des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Mais l'exercice comptable a révélé quelque chose d'encore plus troublant. J'ai consulté mon rapport de crédit actuel et j'ai découvert 3 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Une enquête plus approfondie a confirmé mes soupçons, mes parents et James avaient ouvert des cartes à mon nom. Les cartes étaient toujours actives avec des soldes totalisant plus de 22 000 $. J'ai creusé davantage, vérifiant tous les comptes possibles liés à mon numéro de sécurité sociale et à mon crédit. 2 forfaits de téléphonie mobile pour Tyler et Amanda. Une ligne de crédit d'un magasin de meubles utilisé pour le nouvel ensemble de salon de mes parents. Un contrat de location pour l'appartement de James qui, d'une manière ou d'une autre, me listait comme co-responsable. À l'aube, j'avais découvert plus de 45 000 $ de dettes et d'obligations financières frauduleuses créées à mon insu ou sans mon consentement. Ce n'était pas juste un seul prêt. C'était un vol d'identité systématique perpétré par ma propre famille. J'ai appelé l'oncle Rick. Au diable les fuseaux horaires. Ils utilisent toujours mes informations, ai-je dit quand il a répondu,
ma voix étrangement calme compte tenu des circonstances. Carte de crédit, forfait téléphonique, contrat de location, tout cela à mon insu. L'oncle Rick est resté silencieux un long moment. Je ne savais pas que c'était allé aussi loin, a-t-il finalement dit. Je savais pour le prêt, mais pas pour le reste. Savais-tu qu'ils avaient eu une réunion de famille pour planifier leur prochaine demande financière avant que je ne les confronte à propos du prêt? Prévoyaient-ils déjà ce qu'ils pourraient obtenir d'autre de moi, même en utilisant mon identité pour obtenir d'autres fonds? L'hésitation de l'oncle Rick m'a tout dit. James a mentionné quelque chose à propos de ton aide pour une entreprise et tes parents parlaient d'une opportunité de multipropriété. Un rire étrange m'a échappé, à mi-chemin entre l'amusement et le désespoir. Il prévoyait de me couper les ponts si je n'étais pas d'accord, n'est-ce pas? Tout ce truc de prendre nos distances était déjà leur plan de secours. Je pense que oui, a admis l'oncle Rick. Quand tu les as confrontés à propos du prêt, ils ont juste accéléré le calendrier. Alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la famille. C'était de l'exploitation, pure et simple. Et avec cette clarté est venue une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je dois me protéger, ai-je dit, plus pour moi-même que pour l'oncle Rick. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé aux cartes de crédit toujours utilisées, aux virements automatiques qui continuaient d'affluer sur leur compte, à l'hémorragie financière qui me drainait depuis des années. Tout ce qu'il faudra. Mon premier appel ce matin-là n'a pas été pour ma famille, mais pour Diane Harrison, la conseillère financière qui m'avait aidé à établir mes comptes de retraite des années plus tôt. J'ai expliqué la situation de la manière la plus clinique possible, ma nouvelle clarté d'esprit me permettant de parler sans m'effondrer. C'est plus courant que vous ne le pensez, a dit Diane, sa voix portant le poids de l'expérience. Mais vous avez découvert cela avant que ça ne détruise complètement votre avenir financier, ce qui vous place en avance sur beaucoup de gens dans des situations similaires. Elle m'a aidé à créer un plan complet pour démêler mes finances de celles de ma famille. Première priorité, arrêter tous les paiements et virements automatiques. Deuxièmement, contacter les agences de crédit pour signaler les comptes frauduleux. Troisièmement, sécuriser tous les comptes existants avec de nouveaux mots de passe et des questions de sécurité que ma famille ne pourrait pas deviner. Ensuite, j'ai appelé Robert Jensen, un avocat spécialisé dans le vol d'identité. Bien qu'il traite généralement des cas impliquant des étrangers plutôt que des membres de la famille, il a compris la complexité de ma situation. Le vol d'identité familiale est en fait plus dommageable et plus difficile à résoudre que les cas traditionnels, a-t-il expliqué. Il y a la composante financière, mais aussi la trahison émotionnelle, qui empêche souvent les victimes de prendre les mesures juridiques nécessaires. Je ne laisserai pas les émotions m'empêcher de me protéger, l'ai-je assuré, bien que ma voix ait légèrement vacillé. Bien, parce que je dois être clair. Ce que votre famille a fait constitue une fraude criminelle. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte. L'idée que mes parents ou mes frères et sœurs puissent faire face à des accusations criminelles me retournait l'estomac, malgré tout. Commençons par arrêter l'hémorragie et sécuriser mon identité. Je déciderai pour les poursuites plus tard. Entre Diane et Robert, j'ai passé la journée à exécuter un plan de protection financière détaillé. Le soir, j'avais, premièrement, annulé tous les virements automatiques aux membres de la famille, deuxièmement, gelé mon crédit auprès des 3 principales agences, troisièmement, signaler les comptes frauduleux et commencer les processus de contestation, quatrièmement, changer tous les mots de passe, questions de sécurité et informations de contact sur les comptes légitimes, cinquièmement, documenter tous les comptes non autorisés avec les dates, les montants et les preuves disponibles. Sixièmement, mise en place des alertes à la fraude et des services de surveillance d'identité, septièmement, rédiger des lettres de mise en demeure concernant l'utilisation non autorisée de mes informations personnelles. Pendant que je suivais ces étapes, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel ni de texto de membres de la famille se demandant pourquoi leur bouée de sauvetage financière avait soudainement été coupée. Le silence confirmait ce que je savais déjà. Ils attendaient que je craque en premier, que je vienne mendier une réconciliation. Vers 8 heures ce soir-là, j'ai finalement rédigé ma réponse au texto familial. J'ai envisagé de longues explications, des appels émotionnels et des comptes rendus détaillés de tout ce que j'avais fait pour eux. Finalement, j'ai opté pour la simplicité. Bien sûr. Je vais annuler mes virements automatiques dès la première heure. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. 7 mots qui ont repris mon pouvoir et fixé des limites qui auraient dû être établies des années auparavant. En quelques minutes,
mon téléphone a explosé de notifications. Ma mère a appelé 3 fois de suite. Mon père m'a envoyé un texto me demandant ce que je voulais dire exactement. James a envoyé une série de messages parlant d'un malentendu. Amanda voulait savoir si j'étais sérieusement aussi mesquine. Tyler, généralement le moins communicatif, a envoyé un seul texto. Et ma facture de téléphone? J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis versé un verre de vin, savourant la satisfaction tranquille de m'être enfin défendu. Quand j'ai vérifié mes messages 1 heure plus tard, l'oncle Rick avait envoyé un seul texto qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Fier de toi. Il panique. Je l'ai rappelé immédiatement. Es-tu toujours chez eux? J'y étais, dit-il, une note d'amusement dans la voix. Mais je suis parti après que ton texto soit arrivé. Tu aurais dû voir leur visage, Susanna. Ta mère l'a lu à voix haute et est devenue blanche comme un linge. Ton père a immédiatement commencé à calculer quelle facture allait être rejetée. Tes frères et sœurs étaient tous sur leur téléphone, vérifiant leur solde de compte. Bien, ai-je dit, surprise du peu de culpabilité que je ressentais. Ils avaient besoin d'une prise de conscience. C'est un euphémisme. Ta mère a essayé de me convaincre de te parler, de te dire que la famille passe avant tout et que l'argent n'est pas tout. J'ai ri sans humour. L'ironie lui échappe apparemment complètement. Quand j'ai souligné que c'était eux qui t'avaient coupé les ponts en premier, elle a dit que c'était différent et qu'ils avaient juste besoin d'une pause de ton comportement de contrôle financier. Quand j'ai demandé en quoi ton comportement était contrôlant mais pas leurs attentes, elle m'a demandé de partir. Tu n'avais pas à faire ça, oncle Rick. Si, je le devais. J'ai fait ma valise et je leur ai dit que je ne pouvais pas soutenir la façon dont ils te traitaient. C'était attendu depuis longtemps. Honnêtement, j'ai observé cette dynamique pendant des années et j'ai trop peu parlé. Sa solidarité m'a mis les larmes aux yeux, les premières de la journée qui n'étaient pas dues à la douleur. Merci. Ne me remercie pas. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Mais Susanna, sois prête. Ce n'est que le début de leur réaction. Une fois qu'ils réaliseront que tu es sérieuse, les choses vont s'envenimer. Il avait raison. En moins de 2 heures, le ton des messages est passé de la confusion à la colère. Mon père a envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le fait que les liens du sang sont plus forts que tout. Ma mère a laissé un message vocal en larmes, prétendant qu'ils avaient seulement demandé de prendre leur distance avec ma négativité, pas que le soutien financier cesse. James a commencé à alterner entre menaces et supplications, tandis qu'Amanda a posté un vague message sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille toxique qui ne se soucient que de l'argent. Malgré tout cela, j'ai gardé le silence, chaque message ignoré renforçant ma résolution plutôt que de l'affaiblir. La famille qui avait demandé de ne plus avoir de contact était soudainement désespérée de me joindre. L'ironie était si épaisse qu'elle en aurait été comique dans d'autres circonstances. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années, me réveillant avec des dizaines d'appels manqués et de messages supplémentaires. Parmi eux se trouvait un texto de l'oncle Rick. Il prévoit de se pointer à ton appartement ce soir. Juste pour te prévenir. J'ai passé la journée à me préparer pour la confrontation, non pas en élaborant des arguments ou en rassemblant des preuves financières, mais en me centrant sur ma décision. J'ai nettoyé mon appartement, acheté des fleurs fraîches, commandé mon plat à emporter préféré et créé un espace qui reflétait mon nouvel engagement envers le respect de moi-même. Quand la sonnette a retenti à 19h30 ce soir-là, j'étais prête. À minuit, ma famille était en mode de crise totale. La confrontation à la porte de mon appartement ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Ma mère est arrivée la première, armée de larmes et de culpabilité, suivie peu après par mon père et James. Amanda et Tyler n'avaient apparemment pas pu se donner la peine de faire le déplacement, bien qu'ils se soient joints par haut-parleur une fois que la conversation initiale est devenue hostile. Je les avais laissés entrer dans mon salon mais j'avais posé des limites immédiates. J'écouterai ce que vous avez à dire, mais je ne changerai pas d'avis sur le soutien financier. Les larmes de ma mère se sont taries remarquablement vite quand elle a réalisé que la manipulation émotionnelle ne fonctionnerait pas, c'est à propos du prêt, n'est-ce pas? Nous allions te rembourser. C'est à propos de 8 ans de soutien financier à sens unique, de comptes non autorisés à mon nom, et d'une dynamique familiale qui ne m'apprécie que pour ce que je peux fournir, ai-je répondu calmement. Mon père a essayé une approche différente, faisant appel à mon sens du devoir. Nous t'avons élevé, nous avons mis de la nourriture sur la table, nous t'avons donné un toit. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Oui,
Les parents sont censés subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est l'engagement que vous avez pris quand vous m'avez eu. Je n'ai jamais pris l'engagement de soutenir 4 adultes indéfiniment. James faisait les 100 pas dans la pièce, le plus visiblement agité. Alors, tu nous coupes les ponts complètement. Comme ça. Et mon bail? Et le paiement de la voiture la semaine prochaine? Ce sont tes responsabilités, James. Tu as 30 ans. Il est temps que tu apprennes à subvenir à tes propres besoins. La conversation a dégénéré à partir de là, passant par toutes les tactiques de manipulation émotionnelle de leur arsenal. Ma mère a évoqué les maladies infantiles dont il s'était occupé. Mon père a mentionné les dissertations de candidature à l'université qu'il avait relues. James m'a rappelé les fois où il était venu me chercher au travail quand ma voiture était en réparation, oubliant commodément que j'avais payé ses réparations. Amanda, par haut-parleur, a adopté une approche différente. Je pensais que tu croyais en moi, en mes rêves. C'était donc des mensonges? Je crois que tu es capable de réaliser tes rêves, Amanda, mais pas pendant que quelqu'un d'autre finance ta vie. Le vrai succès vient de la construction de quelque chose par soi-même. Tyler, habituellement silencieux, a finalement pris la parole. Qu'est-ce que je suis censé faire pour mon téléphone? Il va être coupé. Trouve un travail, Tyler. Comme tout le monde. L'échange a duré des heures, ma famille passant par la colère, le marchandage, la culpabilité et les menaces. Mon père a suggéré qu'il pourrait intenter une action en justice puisque j'avais promis de les aider financièrement. Ma mère a laissé entendre qu'elle dirait aux membres de la famille élargie que je les avais abandonnés. James a carrément déclaré qu'il ferait défaut sur le bail qui me listait frauduleusement comme co-signataire, endommageant davantage mon crédit. Malgré tout cela, j'ai maintenu ma position avec un calme que je ne me connaissais pas. Quand ils sont finalement partis vers 23h30, n'ayant obtenu aucun engagement de ma part, la vraie panique a commencé. L'oncle Rick a appelé vers 1h du matin. Ils viennent d'avoir une réunion de famille d'urgence. À 7h, j'étais encore réveillé, trop survolté par la confrontation pour dormir. Ton père se rend compte que le paiement de l'hypothèque est dû dans 3 jours sans aucun moyen de le couvrir. Ta mère s'inquiète des paiements minimums sur ses cartes de crédit de magasin. James a découvert que son assurance auto a expiré parce que le paiement automatique de ton compte n'est pas passé. J'ai ressenti une pointe d'inquiétude, rapidement réprimée. Ce ne sont plus mes problèmes. Je sais, et je suis d'accord. Je te tiens juste au courant. Ils font des plans désespérés. Ta mère appelle sa famille demain pour demander des prêts. Ton père parle de vendre sa collection de pièces de monnaie. James regarde des annonces de colocation en ligne. On dirait exactement ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, ai-je observé. Les jours suivants ont vu la réalité financière s'abattre sur chaque membre de la famille différemment. L'Instagram d'Amanda, autrefois rempli de brunch, de virées shopping et de vacances tropicales, présentait soudainement des publications sur les plaisirs simples et la recherche de la joie dans les moments quotidiens, alors que son style de vie se contractait rapidement. James, confronté à une véritable recherche d'emploi pour la première fois depuis des années, a découvert que ses trous dans son curriculum vitae et son manque d'expérience rendaient la recherche d'un emploi difficile. Ses mises à jour sur les réseaux sociaux sont passées des photos de fête à des plaintes sur les pratiques d'embauche injustes et les marchés du travail impossibles. Les streams de jeux de Tyler se sont brusquement terminés lorsque son internet au débit a été déconnecté pour non-paiement. Il a été contraint de retourner vivre à la maison lorsque son chèque de loyer a été refusé, ce qui a ajouté une pression supplémentaire au foyer déjà tendu. Mes parents ont fait face aux ajustements les plus importants. Leur période de grâce pour l'hypothèque a pris fin, entraînant des frais de retard qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les paiements minimums des cartes de crédit ont été manqués, entraînant des taux d'intérêt de pénalité qui ont rendu leur dette encore plus ingérable. La façade soigneusement construite de la stabilité de la classe moyenne a commencé à s'effriter visiblement, les voisins remarquant la pelouse non tondue et les projets de réparation abandonnés à mi-parcours. Par l'intermédiaire de l'oncle Rick, j'ai eu connaissance de ces développements, mais je suis resté ferme dans ma décision. Il est devenu mes yeux et mes oreilles dans la famille, me tenant informé sans me presser de reprendre contact. Une semaine après ma séparation financière, ma mère s'est de nouveau présentée à mon appartement, cette fois seule. Son apparence avait changé de façon spectaculaire en seulement 7 jours. Les vêtements de marque avaient été remplacés par un simple jean et un pull. Ses cheveux parfaitement entretenus montraient des racines, et ses ongles étaient nus de leur manucure professionnelle habituelle. 5 minutes, ai-je dit, la laissant entrer mais en restant debout.
Susanna, nous avons vraiment du mal, a-t-elle commencé, sa voix dépourvue de sa qualité théâtrale habituelle. L'hypothèque est en retard et la banque appelle. La tension artérielle de ton père est montée en flèche. James pourrait perdre son appartement. Je comprends que ce soit difficile, ai-je dit d'un ton égal. Mais ce sont les conséquences naturelles des décisions financières que vous avez tous prises pendant de nombreuses années. Nous sommes une famille, a-t-elle dit, comme si ces deux mots expliquaient et excusaient tout. Une famille ne commet pas de fraude les uns contre les autres. Une famille ne valorise pas l'argent plus que les relations. Une famille ne coupe pas les ponts avec quelqu'un pour avoir fixé des limites raisonnables. Son expression s'est durcie. Donc c'est une punition. Tu nous donnes une leçon. Non, maman. Je vous permets simplement à tous de vivre la réalité que la plupart des adultes vivent, la responsabilité financière de leur propre vie. Elle est partie peu de temps après, aucune résolution n'ayant été trouvée. Mais quelque chose avait changé. La panique désespérée évoluait vers une acceptation réticente que la situation avait changé de façon permanente. Mon père a appelé le lendemain. Son approche était bien plus agressive que celle de ma mère. Ta mère est dévastée. C'est ce que tu voulais? La blesser? Nous blesser tous? Ce que je voulais, c'était une relation saine avec ma famille qui ne soit pas basée sur l'exploitation financière, ai-je répondu, en gardant ma voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Personne ne t'a exploité. Nous avons demandé de l'aide et tu l'as donnée. Personne ne t'a forcé. Ai-je consenti aux cartes de crédit ouvertes à mon nom, aux prêts utilisant mes informations comme garante, aux forfaits de téléphonie mobile, aux contrats de location? Son silence momentané a reconnu ce qu'il ne dirait pas à voix haute. Nous étions désespérés. Et maintenant, vous subissez les conséquences de ce désespoir sans m'utiliser comme filet de sécurité. C'est tout. Après l'appel de mon père, d'autres tentatives de réconciliation de la part de la famille ont suivi, toutes avec des conditions. James a suggéré que nous discutions autour d'un dîner, mais a laissé échapper qu'il avait besoin d'aide pour une situation de voiture urgente. Amanda a proposé une journée entre sœurs qui incluait, étrangement, un arrêt dans un magasin où elle avait repéré un article d'investissement pour son entreprise. Même Tyler a pris contact, son message étant transparent, mentionnant que son équipement de jeu avait été mis en gage par notre père pour couvrir les factures. Malgré tout, j'ai maintenu mes limites avec une confiance croissante. L'oncle Rick a rapporté qu'une réunion de famille avait été convoquée spécifiquement pour élaborer une stratégie visant à me faire pardonner et oublier. Ils ont recruté des membres de la famille élargie pour me contacter, pensant que je pourrais réagir différemment à des tantes, oncles et cousins moins directement impliqués dans l'exploitation financière. La plupart des parents ont pris le parti de ma famille, n'ayant initialement entendu que leur version des faits. Mais quelques-uns, comme ma cousine Jennifer, m'ont contacté avec des perspectives plus nuancées. Ils m'ont fait la même chose, m'a-t-elle confié lors d'un café. Pas dans la même mesure, mais après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière, tout le monde avait soudainement besoin de prêts pour des urgences. Il m'a fallu 2 ans de thérapie pour arrêter de me sentir coupable de dire non. Ces conversations ont renforcé l'idée que je n'étais pas seul, que je ne réagissais pas de manière excessive et que je n'avais pas tort de me protéger. Chaque jour où je maintenais mes limites renforçait ma confiance et ma clarté. La première semaine sans contact est devenue 2, puis 1 mois. J'ai canalisé mon énergie vers la guérison, rencontrant le docteur Taylor chaque semaine, renouant avec des amis que j'avais négligés en gérant la crise constante de ma famille, et redécouvrant des passe-temps abandonnés par manque de temps ou d'énergie. Alors que les tentatives de ma famille pour me manipuler afin que je redevienne leur soutien financier échouaient à plusieurs reprises, ils ont été contraints de trouver d'autres solutions. L'oncle Rick a rapporté que James avait finalement accepté un travail dans un entrepôt local, bien en deçà de sa propre perception de sa valeur, mais un emploi stable néanmoins. Amanda avait commencé à travailler comme réceptionniste, réduisant ses ambitions d'influenceuse à des projets de week-end. Tyler avait pris un poste dans le commerce de détail, son jeu étant relégué aux soirées uniquement. Mes parents ont fait face à l'ajustement le plus difficile, leur décennie de mauvaise gestion financière nécessitant les changements de style de vie les plus importants. Ils ont commencé à travailler avec un service de conseil en crédit, ont vendu l'une de leurs voitures et ont considérablement réduit leurs dépenses. Ces changements n'ont pas été des transformations immédiates ou des histoires de rédemption dignes d'Hollywood. Il s'agissait d'ajustements réticents, souvent empreints de ressentiment, à une nouvelle réalité où les actions avaient des conséquences et où la maturité financière ne pouvait plus être externalisée à leurs filles. Et à travers tout cela, j'ai découvert quelque chose de surprenant.
J'étais plus heureuse, plus légère et plus paisible que je ne l'avais été depuis des années. Malgré les troubles familiaux, sans le drainage constant de mes finances et de mon énergie émotionnelle, j'ai commencé à m'épanouir d'une manière que je ne croyais pas possible. 6 mois après ce texto qui a changé ma vie, mon monde s'était transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. L'appartement que j'avais gardé petit et fonctionnel pour détourner de l'argent vers ma famille était maintenant un condominium de 2 chambres. Je l'avais acheté moi-même, décoré exactement comme je le voulais. Mon compte d'épargne, autrefois perpétuellement vidé par les urgences familiales, détenait maintenant une réserve saine pour les vraies urgences. Mon portefeuille d'investissement, auparavant freiné par des retraits constants, augmentait régulièrement, assurant mon avenir plutôt que de financer les désirs présents des autres. Mais les améliorations financières n'étaient rien en comparaison de la transformation émotionnelle. Grâce à un travail constant avec le Dr Taylor, j'avais commencé à démêler le réseau complexe de codépendance, de culpabilité et de responsabilité mal placée qui avait défini mes relations familiales. La codépendance financière reflète souvent la dynamique de l'addiction, a expliqué le Dr Taylor lors d'une session particulièrement éclairante. Vous étiez la facilitatrice, permettant à votre famille d'éviter les conséquences naturelles de leur choix. Et comme beaucoup de facilitateurs, vous l'avez fait par amour, croyant que vous aidiez. Je pensais que si je donnais juste assez, ils finiraient par devenir autonomes, ai-je admis, ou au moins apprécieraient les sacrifices que je faisais. C'est l'espoir du facilitateur. Mais faciliter empêche généralement la croissance plutôt que de la favoriser. En retirant votre soutien financier, vous leur avez en fait donné quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de développer leurs propres capacités et leur résilience. Ce recadrage a aidé à apaiser la culpabilité persistante que je ressentais, en particulier pendant les vacances ou les anniversaires familiaux que je célébrais désormais à distance. L'oncle Rick est resté ma principale connexion avec la famille, fournissant des mises à jour sans me presser de renouer. James est à son travail à l'entrepôt depuis 4 mois maintenant, a-t-il rapporté lors d'un dîner dans mon nouvel appartement. C'est la plus longue période où il ait jamais occupé un emploi. Son superviseur a même mentionné un potentiel d'avancement s'il reste encore 6 mois. Vraiment ? Je ne pouvais cacher ma surprise. James n'avait jamais montré une telle persévérance. La nécessité est une puissante motivation. Il a également déménagé dans un appartement moins cher avec 2 colocataires. Il s'en plaint constamment, mais il s'en sort. Le parcours d'Amanda a montré des progrès similaires. Après 3 mois en tant que réceptionniste, elle avait été reconnue pour ses compétences en réseaux sociaux et s'était vue confier des responsabilités supplémentaires, gérant la présence en ligne de l'entreprise, une utilisation légitime de ses intérêts qui s'accompagnait d'un salaire stable et d'avantages sociaux. Tyler avait peut-être montré le changement le plus spectaculaire, bien que partant de plus bas. Après 2 mois à son travail dans le commerce de détail, il s'était inscrit à des cours de collège communautaire en informatique, suivant des cours du soir après le travail. La transformation de mes parents a été plus lente et moins complète. Ils avaient considérablement réduit leur train de vie, vendant leur maison et déménageant dans un appartement de 2 chambres. Mon père avait pris un poste de vendeur dans une quincaillerie, ravalant sa fierté pour gagner un salaire stable pour la première fois depuis des décennies. Ma mère avait commencé à vendre certains de ses projets artisanaux en ligne, générant des revenus modestes tout en s'adaptant à leur nouvelle réalité financière. Aucun de ces changements ne s'est fait facilement ou sans ressentiment. Par l'intermédiaire de l'oncle Rick, j'ai entendu parler de réunions de famille où mon nom était encore mentionné avec un mélange de colère et de blessure. J'étais toujours la méchante de leur histoire, la fille qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Mais sous le ressentiment, un respect grandissait à contre-cœur alors qu'ils se voyaient développer des capacités qu'ils ne se connaissaient pas. 3 mois après la coupure, j'avais commencé à construire un nouveau cercle social indépendant des obligations familiales. Lisa, du travail, était devenue une amie proche, m'introduisant à son club de lecture, où j'ai rencontré des femmes avec des limites saines et des relations réciproques. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui explorait les sentiers locaux les week-ends, des activités que j'avais toujours voulu faire mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps lorsque les urgences familiales consumaient mes week-ends. J'ai même recommencé à sortir avec des hommes, quelque chose qui avait été mis en attente indéfiniment pendant que mes ressources émotionnelles et financières étaient dirigées vers la famille. Michael, un architecte paysagiste que j'ai rencontré grâce au groupe de randonnée, m'a montré à quoi pouvait ressembler une relation équilibrée, une relation où les 2 partenaires contribuaient équitablement et respectaient les limites de l'autre. 5 mois après la coupure, j'ai reçu ma première communication directe d'un membre de la famille autre que l'oncle Rick.
Ma mère a envoyé un texto qui disait simplement « La conseillère en crédit a été utile. Merci d'avoir suggéré la planification financière à l'époque, même si nous n'étions pas prêts à l'entendre. » Ce n'était pas une excuse, mais c'était une reconnaissance, aussi petite soit-elle, que peut-être ma perspective n'avait pas été entièrement fausse. J'ai répondu par un simple « Je suis contente que ça aide. » Ni trop chaleureux, ni complètement froid. 6 mois jour pour jour après avoir reçu ce texto de groupe dévastateur, un autre message est arrivé de ma mère. Celui-ci, plus long et plus réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation et à la façon dont les choses ont évolué au fil des ans. Je réalise maintenant que nous en sommes venus à dépendre de toi d'une manière qui n'était ni juste ni saine. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je veux que tu saches que tu me manques. Pas ton aide financière, mais toi, ma fille. Si jamais tu es ouverte à l'idée de parler, j'aimerais beaucoup. Selon tes conditions. Ce message m'a mis les larmes aux yeux. Non pas de douleur, mais de la reconnaissance que peut-être la guérison était possible pour ma famille aussi. Pas une réconciliation immédiate, pas un retour aux anciens schémas, mais quelque chose de nouveau et de potentiellement plus sain. Après en avoir discuté avec le Dr Taylor, j'ai rédigé une réponse prudente, fixant des conditions claires pour toute reconstruction potentielle de la relation. Premièrement, la reconnaissance de l'exploitation financière qui avait eu lieu. Deuxièmement, des mesures concrètes pour régler les comptes frauduleux qui affectaient encore mon crédit. Troisièmement, un engagement envers l'indépendance financière à l'avenir. Quatrièmement, le respect de mes limites sans culpabilité ni manipulation. À ma grande surprise, ma mère a accepté toutes les conditions, ajoutant « Nous avons un long chemin à parcourir, mais je veux essayer. » 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre. Notre première conversation en face à face sans sous-entendu financier depuis des années. C'était maladroit, tendu par moments, mais contenait aussi des lueurs d'une nouvelle relation potentielle, basée sur qui nous étions plutôt que sur ce que je pouvais fournir. Des reconnexions timides similaires ont commencé avec d'autres membres de la famille. James m'a remercié pour une référence professionnelle que j'avais fournie par l'intermédiaire d'un collègue, sa gratitude semblant sincère plutôt qu'un prélude à une demande d'argent. Amanda a partagé la nouvelle de sa promotion sans aucune allusion à un besoin d'investissement pour des projets parallèles. Même Tyler a envoyé un simple message pour me dire qu'il avait réussi ses premiers cours universitaires. Ce n'étaient pas des réconciliations de contes de fées. Des années de schémas malsains ne pouvaient pas être défaites en quelques mois, mais c'étaient des pas vers quelque chose de plus équilibré, de plus authentique, et finalement de plus aimant que ce qui avait existé auparavant. Le changement le plus profond, cependant, était en moi. J'avais découvert une force que je ne me connaissais pas, la capacité de rester ferme dans ma valeur au-delà de ce que je pouvais fournir matériellement aux autres. J'avais appris que la vraie générosité vient du choix, non de l'obligation ou de la manipulation. Et peut-être le plus important, j'avais découvert que la famille qui vous aime vraiment veut votre bien-être, pas seulement votre portefeuille. Le voyage de la facilitatrice financière à l'individu émancipé avait été douloureux, mais la liberté de l'autre côté valait chaque moment difficile. Je comprenais maintenant que parfois le plus grand amour que l'on puisse montrer à sa famille est de leur permettre de se tenir debout par eux-mêmes. Et le plus grand amour que l'on puisse se montrer à soi-même est de croire que l'on mérite mieux que l'exploitation déguisée en amour. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la reprise de votre pouvoir dans des relations difficiles. Rappelez-vous, parfois le mot le plus difficile mais le plus important de votre vocabulaire est tout simplement non. Merci d'avoir écouté mon parcours.